Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Quand une marque de meubles et de décoration s'engage, Maisons du Monde fête son quart de siècle. On fera le bilan de son action en matière de développement durable et puis on va découvrir la collection Capsule créée en partenariat avec le duo d'artistes René Recycle. La filière bois face à la pénurie. Comment expliquer cette crise? Est-elle seulement conjoncturelle? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Omise qui place des jeunes de moins de 30 ans chez des seniors qui souffrent de l'isolement. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Avec nous, le directeur RSE de Maisons du Monde. Bonjour Rémi-Pierre Lapran. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Merci. Maisons du Monde qui fête donc son quart de siècle. Bon anniversaire. Depuis quand, est-ce qu'il y a eu un virage? Depuis quand la marque s'est engagée en matière de développement durable? Alors, la marque a toujours eu conscience de certains impacts, naturellement, parce qu'on allait chercher des savoir-faire un peu partout dans le monde. On a été aussi très liés aux matériaux bois et du coup à la gestion des forêts. Ça a toujours été dans notre ADN. Mais c'est vraiment il y a une dizaine d'années que la marque a pris conscience par notre ouverture au monde assez naturelle, on a pris conscience des impacts environnementaux, des impacts sociaux de notre modèle. Et donc, on a structuré la direction RSE il y a une dizaine d'années maintenant. Avec quels engagements? C'était quoi le plan de route, la feuille de route il y a 10 ans? La feuille de route, elle a d'abord été sur les produits, évidemment. C'est le cœur de notre activité. On est créateur et distributeur de produits. Et sur l'impact environnemental de certaines matières premières, à commencer par le bois. Donc, ça a vraiment été le bois qui a guidé au départ la responsabilité chez Maisons du Monde, la traçabilité du bois, quelles sont les essences qu'on utilise. Est-ce qu'il y a eu un changement radical, si vous deviez faire le bilan sur 10 ans? Parlons du bois. Est-ce qu'il y a des filières d'approvisionnement que vous avez carrément abandonnées pour en privilégier d'autres? Oui, parce qu'au départ, dans le sourcing, il y a 25 ans, on se posait beaucoup moins ces questions-là, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Donc on a abandonné des essences de bois, des lieux de sourcing. On se dit, peu importe, aujourd'hui, on n'utilise pas de bois du bassin amazonien, du bassin du Congo, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à gérer des filières responsables et tracées dans ces régions-là. Et puis, il a fallu qu'on structure aussi des choses, parce que sur le bois, notamment en Inde, où on a pas mal de fournisseurs indiens qui ont un savoir-faire particulier, il a fallu qu'on travaille avec des ONG directement sur le terrain pour mettre en place ces actions de traçabilité. On le fait avec Earthworm Foundation, qui est une ONG spécialiste des matières premières, pour avoir la traçabilité jusqu'au bout, parce que c'est des chaînes de valeur un peu complexes. Donc, et nous, en tant que distributeurs, on avait l'habitude de travailler avec un fournisseur qui va être un fabricant de meubles, mais c'est difficile de remonter. Oui, il faut remonter jusqu'à la forêt pour s'assurer que la forêt est gérée de manière durable. Si ce n'est pas vraiment une forêt, est-ce que les plantations sont gérées de manière responsable aussi? Quels sont les impacts? Il faut aussi le vérifier au fil du temps. Exactement. C'est un engagement qu'on a pris il y a 2-3 ans. Il faut s'assurer régulièrement qu'il est tenu. Il faut avoir les équipes sur place et c'est pour ça que là, le partenariat avec Earthworm est important. C'est que les équipes de l'ONG sont sur place avec nos fournisseurs pour remonter la traçabilité. Et donc, c'est un travail vraiment de coopération, de construction avec les fournisseurs sur cette traçabilité-là qui était vraiment au départ de notre engagement. On va reprendre le terme global. Vous proposez une collection responsable. Alors, c'est des mots qu'on entend de plus en plus souvent dans beaucoup de secteurs. Ça veut dire quoi pour vous? C'est une très bonne question parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut tout dire et n'importe quoi. Aussi, exactement. Et nous, on a en plus des produits qui peuvent être très différents entre un canapé, une table de salon en bois et de la petite décoration ou du luminaire. Donc nous, on s'est posé cette question-là et on a défini plusieurs choses. On sait que le premier enjeu pour nous, c'est les matières premières. Quand on regarde le bilan carbone de Maisons du Monde, c'est le choix des matériaux qui pèsent le plus lourd. Donc on a travaillé sur les matières. Donc là, nous, on considère comme responsables des matières qui nous permettent de réduire significativement l'empreinte carbone, donc des matières recyclées, du textile en coton biologique, du bois labellisé, certifié par des organismes tiers certificateurs, parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est nous, on n'est pas... on ne peut pas définir ce que c'est qu'est responsable, il faut qu'on s'appuie sur des labels externes et des tiers de confiance. Donc on a cette partie-là, matière responsable. On intègre aussi la fabrication européenne, parce qu'on a naturellement, nous, du sourcing dans le monde entier. On est Maison du Monde, on fait du Made in le monde, mais aussi on fait aussi du Made in Europe, et ça permet quand même de réduire les distances, de favoriser l'emploi local. Et après, nous, on intègre aussi dans notre responsabilité le sujet des savoir-faire, parce que justement, de par cet ADN d'ouverture au monde, de fabrication un peu partout et travailler avec des fournisseurs, on se dit,
Il y a des fournisseurs avec qui on travaille depuis 25 ans, qui, dans certaines régions, je pense à des fournisseurs au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, qui ont des savoir-faire vraiment spécifiques et qu'on est fiers de pouvoir accompagner depuis 25 ans, depuis qu'on travaille avec eux, d'amener ça sur des marchés européens et de préserver ces savoir-faire et de les accompagner spécifiquement. Est-ce que le sujet est vaste. Le mouvement de relocalisation qui s'enclenche, qui a été initié ou accéléré, on va dire, par la crise sanitaire, est-ce que d'une certaine façon ça vous inquiète? Parce qu'on pourrait dire que c'est contradictoire avec le modèle de Maison du Monde. Ça ne nous inquiète pas vraiment. On sait qu'avec la crise sanitaire, il y a des enjeux de relocalisation qui ne sont pas forcément des enjeux de responsabilité, mais de résilience un peu des chaînes d'approvisionnement. Surtout, le sujet, il est beaucoup là. Donc nous aussi... On va parler de la filière bois juste après notre interview. Il y a des choses à dire. Ouais. Exactement. Et nous aussi, il y a un mouvement de relocalisation vers des fournisseurs européens pour tout un tas de raisons. Mais on garde cet ADN-là parce que... c'est notre ouverture au monde qui fait aussi notre force, c'est notre réseau de fournisseurs et ses savoir-faire qui font notre force. Donc c'est ce qu'on arrive, ce qui a toujours nous a permis de soutenir notre marque et qui continuera à le faire. On fera plus d'Européens, mais on continuera à aller chercher des produits qui viennent d'Inde, des produits qui viennent du Vietnam, un peu partout. Alors toujours sur ce sourcing, parce que c'est vraiment, vous l'avez dit, un élément majeur, ces chiffres que j'ai trouvés sur le site de Maison du Monde, 25% du textile, 70% de l'offre de mobilier en bois répondent à un critère de durabilité, un taux qui monte à 88% pour les collections enfants. 25% du textile, on parle de quoi là? On parle du textile de maison qui est en fait... Nous, on a beaucoup travaillé sur le bois historiquement et depuis quelques années, justement, quand on regarde l'empreinte carbone de notre activité, finalement, le linge de maison, ça pèse assez lourd. Ouais. Et parce que... c'est peu de références dans notre offre Maison du Monde, mais c'est beaucoup d'impact environnemental. Donc ça va être, nous on fait beaucoup de housses de coussins, de textiles déco, de rideaux, de housses de meubles aussi, de housses de canapés. Et donc là, les problématiques étaient complètement différentes pour nous parce qu'on avait beaucoup travaillé sur le bois en disant voilà. C'est pour ça que vous êtes à 25%, parce que c'est vrai que le décalage il est important. Parce qu'on a commencé les premières collections en coton bio pour nous, c'est l'année dernière. Ouais. Le textile recyclé, polyester recyclé, c'est cette année, et les mousses de rembourrage, c'est assez neuf. Et c'est encore une nouveauté aussi pour l'industrie de l'ameublement et de la décoration, parce que la fashion, la mode et l'industrie textile en général a un coup d'avance sur nous, parce qu'ils ont été vraiment dans ce cœur de responsabilité-là. Et maintenant, le sourcing du coton bio, c'est un vrai sujet. Dans le prix des matières premières, on parlera du bois tout à l'heure, mais le coton aussi, c'est une vraie difficulté pour nous de trouver des filières de coton biologique à prix accessible et qu'on pourra intégrer dans nos produits. Alors, il y a aussi une volonté de réparation, donner une seconde vie à vos produits, et puis de recyclage ou d'upcycling. C'est la semaine Paris Design qui démarre là ce 9 septembre, et vous lancez une collection commune avec René Recycle. René Recycle, c'est un duo d'artistes, c'est ça? Oui, c'est un duo de créatrices spécialistes de l'upcycling d'objets. Ouais. Et l'histoire de cette collection, c'est vraiment la rencontre de nous, distributeurs, qui avons des produits qui peuvent être abîmés dans le transport chez le client et qui reviennent chez nous, qu'on a l'habitude de réparer. On a une activité de réparation internalisée, mais on ne peut pas toujours tout réparer pour réintégrer dans le stock. Et la rencontre entre nous et ces deux créatrices pour se dire qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là. On a des gros partenariats avec des associations pour donner ces produits. Généralement, on travaille beaucoup avec le réseau Emmaüs. Et là, en rencontrant l'équipe de René Recycle, on s'est dit créons une collection pour raconter l'histoire de ces produits qui ont connu un peu un accident de la vie et qui peuvent avoir une seconde vie avec de l'upcycling. Et en se disant, on fait une collection joyeuse, stylée, de produits upcyclés pour dire on arrive à faire de la création et de l'engagement. Et donc, c'est une collection de 80 pièces qu'on mettra en vente à partir de la semaine prochaine. Ah oui, donc c'est vraiment une collection de capsules, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est au profit d'une cause? C'est au profit d'une association, parce que là, l'idée, effectivement, de cette collection-là, c'est de sensibiliser aux sujets environnementaux et à la deuxième vie de ces produits-là. Donc, dans ce genre de collection, on ne le fait pas pour le business. Donc, on reverse 100% des bénéfices à la Fondation des Femmes, qui est une association avec qui on a travaillé depuis l'année dernière, depuis la Covid, sur l'hébergement de femmes victimes de violences ou de femmes en difficulté. Donc on est ravis
tirer le fil de ce produit-là, on réduit son impact environnemental en lui donnant une seconde vie, on en crée un produit hyper beau et joyeux pour un intérieur d'un client, et puis il aura un bénéfice social en travaillant avec la Fondation des femmes. Question qui va me servir de transition avec le débat. Est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement ? La filière bois souffre de difficultés aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est partout. La filière bois, je pense que les représentants de la filière le diront bien mieux que moi, mais effectivement, avec la crise, on a des difficultés très importantes sur les matières premières. Le bois n'y échappe pas, que ce soit la disponibilité de la ressource et ensuite les impacts logistiques pour faire venir les produits jusqu'à... Ça veut dire qu'il est plus cher aussi pour vous oui, en ce moment à quel niveau? Alors, c'est pas votre secteur, vous êtes directeur RSE, mais... Je ne saurais pas vous le dire, vous demanderez exactement, mais oui, ça a des impacts sur les prix des produits, évidemment. Ouais, évidemment, et c'est pas pour rien qu'on parle d'une inflation en hausse ces dernières semaines. Merci beaucoup d'être venu présenter Maison du Monde, vos engagements RSE, et donc cette collection capsule avec René Recycle. Et vous l'avez compris, on parle de la filière bois tout de suite. La filière bois face aux pénuries, c'est le thème de notre débat tout de suite. Je vous présente mes invités. Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du label Bois de France. Nicolas Douzin-Didier, bienvenue à vous aussi, bonjour. Directeur de la Fédération nationale du bois. J'ai envie simplement de poser le décor, ce contexte. On parle de pénurie de bois. Déjà, ça veut dire quoi concrètement, Jérôme Martinez? Alors, on parle de pénurie, mais c'est très conjoncturel. Il ne manque pas de bois en forêt aujourd'hui. Ouais. En France, un tiers de la surface française, c'est de la forêt. C'est ça, 31% de notre superficie, c'est de la forêt. C'est de la forêt. Et c'est une forêt qui est en croissance. Quand on regarde les statistiques de l'inventaire forestier national, on voit que le stock de bois, il augmente d'année en année. Là, on est juste sur un phénomène conjoncturel suite à la crise Covid et à tous les impacts que ça a entraîné ces derniers mois. Oui, mais il y a quand même, Nicolas Douzin-Didier, des difficultés d'approvisionnement. Là, on avait un exemple concret qui était Maison du Monde juste avant. Voilà, il y a beaucoup de professionnels qui sont dans cette situation. Il y a un dérèglement international pour toutes les matières premières. Le bois en fait partie. Et c'est un problème logistique. La crise a arrêté la production dans beaucoup de pays. D'accord. Beaucoup de problèmes de main-d'œuvre. On ne le cite pas assez, mais la principale pénurie, c'est la main-d'œuvre, des problèmes avec le Covid. Et ensuite, des problèmes logistiques. Le zéro stock a été mis à mal par la crise Covid. Et donc, pour remettre la chaîne en route, on a besoin de quelques mois. Et le pic a été passé cet été. Voilà. Donc la période la plus compliquée, c'est au cœur de l'été, c'est ça? Le pic des tensions a été passé cet été. D'accord. Et aux États-Unis, par exemple, le prix du bois a retrouvé son prix d'avant-crise. D'accord. Alors, peut-être que c'est une idée reçue, mais je l'ai lu dans plusieurs articles. Est-ce que la Chine assèche le marché, Martinez? Alors, je pense que Nicolas sera mieux placé pour répondre à cette question. Vous amorcez, Nicolas Douzin-Didier. Mais aujourd'hui, on voit qu'en effet, les exportations de bois brut, de grume, donc le tronc de l'arbre qui est juste exploité, et les exportations de ce produit donc non transformé augmentent d'année en année. Voilà, ça c'est un constat qu'on fait et qui est statistiquement prouvé. Et donc c'est dommage parce que c'est un bois qui n'a produit encore aucune valeur ajoutée sur le territoire, contrairement à un bois qui pourrait être transformé en meubles, en charpente, etc. Voilà. La Chine, le rôle de la Chine, oui ou non? Oui, mais la Chine, et notamment le chêne. Le chêne, on a parmi les plus beaux chênes du monde. On est 3e producteur mondial. Et la Chine a congelé la récolte de ce type d'arbre dans son pays parce qu'ils avaient trop récolté. Et donc, ils viennent prédater dans l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, il y a un chêne sur 3 qui part directement en container en Chine sans passer par aucune transformation en Europe. Et c'est une aberration écologique totale puisque le chêne, c'est un buvard à carbone. Et par ce type de commerce, eh bien, on gâche tout le stock de carbone qui a été stocké. Vous avez employé un mot très fort, le mot prédateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prémunir de ça? C'est quoi? C'est tout simplement la loi du marché qui joue? Il paye plus cher et donc on ne peut rien faire? C'est un système organisé. On n'est pas dans une relation commerciale loyale. C'est un pays qui est très connu pour sa grande démocratie et il
vont prédater dans les différents pays du monde. Oui, mais pardon, la France n'a pas de capacité, les producteurs de chêne français n'ont pas de capacité à résister à ça. J'imagine que s'ils disent oui, c'est parce qu'ils y ont aussi un intérêt, on peut le dire. Le sujet, c'est le prix. Oui. Comme les Chinois vont se sourcer dans le reste du monde, c'est plus une question de quantité, c'est une question de lignes de crédit qui sont accordées à des traders qui ont pour mission de rapporter la plus grande quantité de matière en Chine. Et donc, quand on met 100, ils mettent 110. Quand on met 110, ils mettent 120. Et donc, mais ça ne concerne pas que la France. La Belgique a connu le même phénomène. Et dans les pays de l'Est aussi. Est-ce qu'il faut réserver une partie, alors là on parle du chêne, mais de la production aux filières françaises d'une certaine façon? Alors, là, du coup, je ne suis pas en train de plaider pour le protectionnisme, mais bon, on peut conjoncturellement poser la question. Il y a des actions politiques qui sont en cours, mais justement, sinon, c'est justement l'une des idées du label Bois de France, c'est de dire, on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers, mais aussi des entreprises, des collectivités publiques, etc., s'orientent de plus en plus vers le fabriqué en France, vers le consommé local. Et donc le label Bois de France, il a été souhaité par les professionnels. Alors c'était un petit peu avant la crise Covid, ils ont été bien inspirés pour justement distinguer des produits issus de forêts françaises et transformés en France. Donc le label a été aussi créé pour ça, parce que des labels autour du Made in France, des certifications autour du Made in France, il en existe, mais rarement qui prennent en compte la matière première. Or, sur la forêt et le bois, comme on l'a dit, on a et la forêt et la transformation. Et donc, c'est le but du jeu, un petit peu justement, du label Bois de France, c'est d'arriver à créer un marché du bois de France pour peut-être pas réserver, mais en tout cas encourager. On va le retrouver sur quel type de produit, ce label? L'objectif, c'est de le retrouver sur n'importe quel type de produit fabriqué à partir de bois massif ou de bois industrie. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus un an et demi que le label a été lancé. On a déjà près de 100 entreprises qui sont adhérentes au label, et on a dans ces entreprises autant des entreprises qui font des produits de la construction bois, charpente, mur ossature bois, etc., que des entreprises de l'ameublement, du bois énergie, de l'emballage, les palettes, etc. Donc c'est vraiment sur tout type de produit. Quel est le secteur pour lequel l'envolée des prix du bois, Nicolas Douzin-Didier, est le plus lourd? C'est le BTP peut-être? Il y a deux secteurs où l'impact a été très très fort. C'est effectivement le secteur de la construction, où les délais de livraison se sont allongés terriblement, et donc les prix envolés, et également le secteur des palettes. Oui. La palette, c'est un peu la semelle de la chaussure, on y pense quand on a des problèmes, mais c'est l'outil de base du commerce international. Évidemment, c'est majeur. Et c'est peut-être ce qui a réveillé les consciences des pouvoirs publics, que le bois est une matière stratégique et que la souveraineté nationale doit être préservée pour le bien fondé de l'ensemble de l'économie. Ouais. On produit des palettes en France. On est 3e producteur européen. D'accord. Et donc on est un pays très très grand producteur et réparateur de palettes. Voilà. Ok, alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est parfois dans l'absurdité? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui achètent des palettes à l'autre bout de la planète et qui les font traverser les océans? La palette traverse les océans. Oui, mais à l'origine. Non, c'est plutôt une production on locale. réussit à se sourcer en France. 70% des palettes sont fabriquées en France et 30% avec du bois importé d'Europe. Allemagne, Pologne, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une pression? Vous dites que le pic, c'était au cœur de l'été. Vous avez dû, vous, supporter la pression de vos clients, les clients du BTP ou les industriels qui utilisent les palettes, par exemple? Dans le BTP, les industries nationales ont monté leur capacité de production de 20%, c'est-à-dire au maximum, les salariés travaillant, faisant des heures supplémentaires, travaillant le samedi, donc maximum, on a fait plus 20%. La part qui a été touchée, c'est la part des constructeurs qui importaient. Et l'inflation, elle est venue de l'importation et non pas du marché national. La hausse, les clients historiques qui ont été servis avec du bois français ont connu des hausses 2 fois moins élevées que ceux qui importaient. Donc ça réveille aussi les consciences sur
cette relocalisation est la part que l'on doit avoir entre la production nationale et l'importation. Ouais. Alors justement, sur ces enjeux de relocalisation, est-ce qu'il faut modifier la réglementation environnementale? Qu'est-ce que vous en pensez? Jérôme Martinez d'abord. Alors, il y a, vous faites peut-être allusion à la RE 2020 qui va arriver, ouais. Voilà, la réglementation environnementale sur le bâtiment. C'est une réglementation qui est vraiment importante parce que le secteur du bâtiment, on le sait, c'est un secteur qui est extrêmement émissif en carbone. Donc il faut pouvoir réduire cet impact-là. Le bois va y contribuer, donc c'est très bien. Mais justement, utiliser du bois français, relocaliser la production, va permettre d'optimiser ce bilan carbone. Parce que ça sera un bois qui n'aura pas été transporté sur des milliers de kilomètres. Donc on n'aura pas annulé le stockage carbone du bois par des transports inutiles, en utilisant du bois français. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce que telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est conçue, cette réglementation, elle est suffisante ou est-ce que finalement elle ne tient pas assez compte de ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois ? Alors, elle a été conçue avant. Bah oui, c'est pour ça. Alors, tout dépend si les objectifs qui sont aujourd'hui affichés sont maintenus ou pas, et si les exigences continuent à évoluer dans le temps comme il est prévu ou pas. Aujourd'hui, pour atteindre les objectifs de bilan carbone des bâtiments, les constructeurs auront tout intérêt, d'une part, à s'orienter vers le bois et même vers le bois français. Donc, continuons dans cette veine-là et espérons que nos politiques, notre gouvernement, soient le plus proactif possible et deviennent de plus en plus exigeants sur le sujet. On est au-delà d'un effet de mode dans l'utilisation de plus en plus importante du bois dans des projets de construction. C'est quoi la tendance ? La tendance, elle est très importante. On a des constructeurs qui sont connus comme étant entre guillemets des bétonneux et qui aujourd'hui s'orientent vers le bois et prennent des objectifs pour construire un tiers de leurs bâtiments en bois. Donc c'est pas rien, c'est pas 5-10%, c'est un tiers de leur construction en bois. Donc c'est une vraie tendance de fond. Et donc ça veut dire que la filière, elle est déjà en train, j'imagine, de se préparer à ça. Vous anticipez cette hausse de la demande ? Cette RE 2020, elle est très importante parce qu'elle nous donne de la visibilité au-delà de 2030. Et donc ça nous permet de monter en puissance. Le bois dans les constructions neuves, la réglementation ne concerne que les constructions neuves, va passer de 6% à 10%, à 15% et 20%. Donc ça sera la mixité des matériaux, mais avec un peu plus de biosourcés. C'est pas le bois qui a été privilégié, ce sont les matériaux qui stockent du carbone. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de carbone stocké. Et ça, c'est important pour le bilan carbone de la France. Évidemment. Et d'ailleurs, régulièrement dans cette émission, on reçoit des entreprises qui annoncent depuis des années qu'ils participent à des programmes de reforestation. Ça améliore leur bilan carbone. Alors souvent, il faut leur demander, mais qu'est-ce que vous faites par ailleurs, parce que sinon, c'est un peu trop facile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne saura plus où planter des arbres bientôt en France ? Non, mais on ne récolte que 60% de ce qui pousse chaque année. Donc on a un réservoir, on a 2,3 milliards d'arbres en stock dans les forêts françaises. Donc, et puis l'Europe est aussi à proximité dans la même situation. On a une gestion durable extrêmement perfectionnée depuis Colbert. Donc la gestion durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a interdiction de couper plus d'arbres qu'on en récolte. Et donc à chaque fois qu'on récolte un arbre, on en plante 2. Voilà. Donc on est dans un pays qui a, de ce point de vue-là, tous les atouts pour réussir. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, le logement, les étudiants et les jeunes actifs qui vont aller se loger chez des seniors isolés. Bonne idée ? Smart Ideas et la start-up du jour s'appelle Omise. Bonjour Benjamin Lévy. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, l'un des fondateurs, donc décembre 2019, c'est ça ? C'est la date de création. C'était quoi votre idée de départ ? Alors à la base, en fait, il y a 2 choses. D'abord, un voyage, moi, que j'ai fait en